on a le plaisir d'accueillir ce matin Morgane Marietti, qui dirige Proactive Academy. Et on va vous parler de la réforme de l'apprentissage. Et je vais le laisser du coup se présenter. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation ce matin et me donner la possibilité de vous présenter une réforme assez majeure pour l'apprentissage et la formation professionnelle. Alors je me présente, donc Morgane Marietti, donc je suis cofondateur de Proactive Academy. Donc notre structure est une structure entreprise solidaire d'utilité sociale qui en fait a pour mission de faciliter l'insertion des publics en entreprise et de sécuriser leur parcours. Alors ça, on propose un certain nombre de solutions aux acteurs de la formation et de l'apprentissage pour leur développement et conseils, formation, insertion. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de vous aider à comprendre, entre guillemets, les enjeux de la réforme. Vous avez sûrement tous déjà entendu des choses sur cette réforme. L'objectif, c'est que je voudrais vous donner une certaine vision de ce qui, en termes de vision et de sens de cette réforme de la formation, ce qui va changer. Alors, je sais qu'on a de différents publics. On a des gens qui travaillent en entreprise et qui font de la formation. On a des gens qui sont en lycée professionnel agricole et qui font de la formation initiale et en alternance, apprentissage plutôt. On a des gens qui travaillent en CFPPA, d'autres en CFA. Et donc, je vais essayer de vous donner une vision assez globale pour tout le monde. Mathilde a un micro. Mon objectif, en fait, c'est que mon intervention, elle doit être ultra vivante. Donc, j'ai besoin que vous interveniez, que vous posiez des questions à n'importe quel moment de mon intervention. L'objectif, c'est pas que je fasse une présentation et qu'on pose des questions après. L'objectif, c'est que vous pouvez interagir dès maintenant. D'accord ? Donc, ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est je vais vous présenter en fait le modèle de l'apprentissage d'hier pour venir un peu vous comprendre un peu comment c'était organisé et revenir sur le nouveau modèle qui est en train d'être déployé depuis le 1er janvier 2019. D'accord ? Je vais parler de l'impact de la réforme sur la partie pédagogique parce qu'elle est énorme. Je vais vous parler aussi de certification qualité et tous ces genres de choses qui ont été votées, mais aussi avec un petit cadeau du ministère de l'Agriculture. Alors, comme vous le savez déjà peut-être, le système de l'apprentissage depuis cette dernière réforme, dont la dernière de 2015, faisait en sorte que le pilotage de l'apprentissage était régi par la région. D'accord ? C'est elle qui avait le monopole, un pouvoir très important sur son territoire. C'est elle qui décidait qui avait le droit d'ouvrir des sections en apprentissage et si des CFA pouvaient être créés. C'est elle qui, entre guillemets, avait la carte de compétences, la carte et le contrôle des cartes de formation au travers de son organisme qui s'appelle le CREFOP. Et c'est elle qui distribuait la taxe d'apprentissage qu'elle récupérait en subvention de fonctionnement et d'investissement. Et en fonction de la relation que vous aviez avec elle et si vous aviez été bon élève ou pas, vous aviez le droit, entre guillemets, d'ouvrir ou pas des formations. On avait, entre guillemets, un contrôle assez important et avec une volonté de développement de l'apprentissage ou pas, en fonction de chacune des politiques régionales. Et donc, ce contrôle qui était assez... contrôle de gestion assez important pour ceux qui peut-être ont vécu ça, ce qui faisait en fait, grosso modo, que... le premier client, et je suis désolé d'utiliser ce mot-là, mais malheureusement, vous allez l'entendre beaucoup maintenant à partir d'aujourd'hui, le premier client du CFA et du lycée professionnel, c'était la région. Parce que quand le CFA allait un peu mal, on allait retrouver la région. Quand on avait besoin d'un peu d'argent, on allait voir la région. Là, c'était entre guillemets un modèle où c'est elle qui faisait la pluie et le beau temps sur son territoire. Là-dessus, est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires par rapport à ça? En général, non, parce que tout le monde déjà le sait. Mais je préfère le rappeler parce que c'est un changement qui va s'opérer. Sur le financement de la formation par apprentissage, on récoltait à peu près, chaque année, on récolte à peu près 3 milliards d'euros qui financent donc en majorité
l'apprentissage. 50% d'entre elles, à l'époque, allaient en fait aux régions. Et c'est cet argent qui était distribué après sur de l'investissement ou sur du fonctionnement. Vous aviez le quota qui, en fait, était directement redistribué au CFA quand il signait un contrat d'apprentissage. Et après, vous aviez le fameux hors quota, alors que la Prodema connaît bien, mais aussi peut-être que du côté des lycées, vous connaissez aussi, c'est cet argent qui était libre, qui permettait de financer en fait, des structures qui étaient sur la liste régionale ou nationale du hors quota et qui permettaient de financer autre chose que de l'apprentissage, de l'associatif, de l'orientation ou tout ce qui était lié à la formation professionnelle hors apprentissage. Alors, le problème en fait de ce modèle de financement, c'est qu'il était quand même extrêmement complexe pour tout le monde, pour l'entreprise surtout, mais aussi pour l'ensemble des CFA. C'est cet argent qui, vous avez sûrement dû entendre aussi parler des fonds libres, régis par les OPCA et maintenant OPCO, mais on en reparlera tout à l'heure, qui permettait, entre guillemets, de redistribuer un petit peu de fonds et qui permettait d'équilibrer les budgets en fonction de ce que vous donnez la région en subvention de fonctionnement. D'accord ? Ça, c'est un modèle compliqué pour l'entreprise et aussi qui mettait un petit peu de difficulté un certain nombre d'entreprises. Il faut savoir que normalement, quand un apprenti signe un contrat avec une entreprise, le CFA, n'importe lequel, n'a pas le droit de le refuser. D'accord ? C'est la loi. Sauf que on trouvait souvent une solution de refuser une entreprise qui n'avait pas cette taxe d'apprentissage parce que ça ne permettait pas d'équilibrer le budget du CFA. Okay ? Ce modèle-là, ça, tout le monde est OK avec ça aussi ? Pas de remarques ? Pas de questions ? OK. Alors, je vais vous parler du contrat de travail d'apprentissage. Vous savez tous qu'un contrat d'apprentissage est un contrat CDD un peu particulier, avec une période d'essai de 45 jours effectifs en entreprise, où l'un ou l'autre, c'est-à-dire les deux parties, le jeune comme l'entreprise, pouvaient rompre ce contrat. D'accord ? Une fois que le contrat d'apprentissage, que la période d'essai était terminée, il y avait, entre guillemets, l'un et l'autre étaient ultra protégés. C'était très compliqué de rompre un contrat d'apprentissage. Il y a 3 façons de le faire. La première, c'est un accord en commun et on rompt le contrat des deux côtés. Okay ? Et sinon, il fallait aller devant les prud'hommes pour pouvoir le rompre. Alors, soit en justifiant, on va dire, une faute grave, manquement répété ou inaptitude de l'apprenti. En général, on sait très bien que l'apprenti a souvent dernier mot devant les prud'hommes. Et le troisième possibilité, c'est la rupture anticipée, quand 2 mois en préavis, avec 2 mois de préavis, quand l'apprenti a déjà validé son diplôme et qu'il a envie de partir avant la fin de son contrat d'apprentissage. Donc on est quand même sur un contrat ultra protecteur pour le jeune comme pour l'entreprise. Pourtant, aujourd'hui en moyenne, on est quasiment à 30% de rupture de contrat. D'accord ? Et ce qui est quand même plus important que les ruptures de tout autre type de contrat. Donc c'est-à-dire que 28% des contrats aujourd'hui en France, on était à 22% il y a 5 ans, d'accord, ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est un des gros fléaux de l'apprentissage, surtout sur les niveaux, les plus bas niveaux, donc CAP, Bac Pro, et aussi BTS sur certains secteurs d'activité. Donc, pour essayer de synthétiser un peu le modèle 2018, en tout cas celui qui est derrière nous, on a faire un modèle piloté par la région ou les régions, avec des modèles plus ou moins variés en fonction de la politique de chacun. Un financement compliqué et ultra chronophage pour les entreprises et pour les CFA, et des jeunes ultra protégés par leur contrat d'apprentissage, mais avec un taux de rupture assez important. Ça, c'est le modèle de l'apprentissage qui n'existe plus, en tout cas qui est en train de changer et bouger. Et ce qui va nous amener en fait au nouveau modèle du 1er janvier 2019. Est-ce que sur cet ancien modèle, on est tous d'accord par rapport à ce que je viens de vous expliquer ? Pas de remarques, pas de questions ? Ok, ça ne va pas durer. Il y a eu, donc fin 2017,
des concertations nationales sur l'apprentissage et une loi qui est rentrée au Parlement au printemps 2018. Cette loi, qui s'appelle l'Avenir professionnel, a été votée au 1er août 2018, ratifiée par le président de la République la première semaine de septembre, validée par le Conseil constitutionnel et effective à partir du 1er janvier 2019. D'accord ? Celle-ci vient, entre guillemets, chambouler l'ensemble de l'organisation de la formation professionnelle continue et de la formation par apprentissage. Moi, je vais essayer de répondre, je sais parce qu'il y a deux publics dans la salle. Il y a la partie ceux qui forment en entreprise et ceux qui forment des jeunes dans le cadre de lycée professionnel CFA. Et donc, je vais essayer de vous apporter les éléments, on va dire, à vous tous. Sur la partie pilotage, la région perd complètement la compétence de la gestion de l'apprentissage. Elle sort complètement du code du travail. C'est-à-dire, c'est terminé, elle ne décide plus ce qui se passe en termes d'apprentissage sur son territoire. Ce pilotage est repris, en fait, par France Compétences sur le plan national et par les branches professionnelles qui ont maintenant la main sur l'apprentissage, avec deux têtes, donc un sur le plan national et un sur leur plan, on va dire, plutôt professionnel et pas territorial, mais au contraire, plutôt de branche. France Compétences, en fait, c'est la fusion du COPANEF, qui était en fait le conseil qui regroupait l'ensemble des partenaires sociaux et de tous les acteurs de l'apprentissage et qui s'exprimait et qui donnait, on va dire, une vision de l'apprentissage chaque année. D'accord ? Le CNEFOP, que vous devez sûrement connaître, c'est un peu la structure qui s'occupe de la partie qualité et de la partie RNCP et l'ancien inventaire qu'on appelle le répertoire spécifique. C'est eux qui s'occupent de toute la partie certification de la formation. Et après, vous avez le fonds paritaire de la sécurisation des parcours professionnels, qui sont des fonds spécifiques pour la reconversion, on va dire, des salariés. Cette structure-là va piloter l'apprentissage sur le plan national. C'est elle qui va, on va dire, gérer toute la partie qualité, toute la partie coût de formation, etc., etc. Et en face de ça, les branches professionnelles ont une nouvelle compétence. Ils viennent de la découvrir, ils viennent découvrir ce qu'est l'apprentissage. Ils ne savent pas tous encore ce que c'est. Et l'objectif, c'est que les entreprises ont la main sur leur secteur d'activité, sur la politique qu'ils vont mettre en place sur la partie apprentissage et aussi formation professionnelle au travers de leurs outils opérationnels qu'on appelle les OPCO, donc les opérateurs de compétences, qui sont en fait tout simplement la fusion des OPCA, que vous deviez connaître, AGFOS, Opcalia, etc., qui ont fusionné suite au rapport qui a été écrit par Marx et René Bargowski en fin d'année 2018 et appliqué depuis le 1er avril 2019. Et donc, on a 11 opérateurs de compétences en OMCO où toutes les branches professionnelles, fusionnées ou pas, en fait, ont adhéré à cette OPCO pour mettre en place la politique de l'apprentissage sur leur secteur d'activité. Donc ça, c'est la nouvelle organisation. Ça veut dire que les branches professionnelles, les entreprises, ont la main maintenant sur la partie certification, sur les titres RNCP et sur toute la politique en fait qu'ils devront mettre en place. Les opérateurs de compétences et les branches professionnelles ont un rôle extrêmement important. C'est les OPCO, les 11, qui vont devoir mettre en place toute la partie observatoire sur les besoins de compétences et l'avenir des métiers dans les secteurs d'activité demain. Et en tant que membre d'un organisme de formation par apprentissage, je vous conseille, on va dire, d'être très très proche de ce qui va se dire et de ce qui va, entre guillemets, être fait en termes de recherche besoin de compétences, parce que c'est là où vont être décidés les prochains CQP, les prochains titres RNCP ou diplômes, dans lesquels vous, en tant qu'opérateur de formation, vous allez devoir vous positionner. Donc ces opérateurs de compétences vont avoir un rôle très important, ils vont financer bien sûr toute la partie formation professionnelle, continue et toute la partie apprentissage. Je fais juste une parenthèse sur la partie formation. Aujourd'hui, vous avez 5 marchés de la formation en France. Vous avez le marché, on va dire, des personnes qui sont sans travail
et qui sont dans toute la partie formation chômage, qui est la responsabilité de la région, qui depuis cette nouvelle loi va piloter entre guillemets toute la partie compétences et formation professionnelle. Vous avez la formation des individus et donc toute la partie que vous avez dû connaître, le CPF, le compte personnel de formation, où on a énormément parlé, les fameux 500 € par an, sur vos comptes personnels de formation, qui en fait vient changer totalement la logique de la formation aujourd'hui, qui était plutôt aujourd'hui considérée comme une formation collective, avec, on va dire, des plans de progression pédagogique ultra industrialisés et avec du catalogue. Là, aujourd'hui, chaque individu a une demande particulière, un positionnement particulier, des compétences à adhérer, et donc on est face à un marché d'individualisation et de parcours de formation qui est régi en fait par le CPF. Troisième marché, vous avez le marché des entreprises qui, pour les les entreprises de moins de 50 salariés, les OPCO ont toujours des budgets de financement, et à partir de plus de 50, tous les financements, entre guillemets, sont aujourd'hui récupérés pour financer autre chose. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent mettre, entre guillemets, de leur poche pour pouvoir mettre en place des plans de formation pour leurs salariés. Et ce qui veut dire, entre guillemets, peut-être aussi des accords de branche de financement supplémentaires pour ces grosses entreprises. Quatrième marché, vous avez bien sûr le marché de l'alternance avec l'apprentissage. Cinquième, et c'est le plus important et c'est le transversal, c'est la formation, c'est le marché de la certification. Aujourd'hui, l'objectif de la formation, et tel qu'elle est régie dans la loi, c'est d'apporter des compétences pour pouvoir répondre au marché et à l'économie. Et donc, l'objectif de l'État, c'est de faire en sorte que les personnes aillent de plus en plus vers la certification. Et donc, plus vous travaillez avec des certificateurs ou vous avez des certifications, qu'elles soient diplômantes ou simplement certifiantes, elle permet d'alimenter tout le reste, la partie apprentissage et la partie CPF. Donc le CPF ne peut être valable uniquement si elle est considérée comme certifiante et donc présente dans le RNCP ou dans le répertoire spécifique. C'est important de bien le comprendre parce qu'aujourd'hui, dans votre structure, vous allez plus avoir, on va dire, 10 individus qui font exactement la même formation. Vous allez avoir 10 individus avec 10 besoins différents et avec 10 modules différents. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Bonjour, Tessier Loïc, je suis enseignant en lycée professionnel. Qui c'est qui est au-dessus de France Compétences ? Qui c'est qui gère France Compétences ? En fait, France Compétences est gérée en fait, par les partenaires sociaux, l'État, les régions et des personnalités qualifiées. C'est eux qui pilotent l'apprentissage. C'est un bureau qui va être créé pour gérer France Compétences. En fait, le bureau a déjà été nommé au mois de février de cette année. Et donc, en fait, le directeur général, c'est Stéphane Lardy. Et c'est lui, en fait, qui a la responsabilité devant, en fait, un conseil d'administration qui compose les représentants des partenaires sociaux, patronaux, et ainsi régions, CCI, et des personnalités qualifiées qui sont, entre guillemets, des personnalités comme, avec un aura spécifique dans la formation. Donc la région n'est pas complètement sortie de... Bah non, il ne fallait pas non plus tout lui enlever. Oui, non. L'objectif, c'est qu'elle ait une vision un peu territoriale. Mais elle perd tout moyen. Bon, on va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est bon pour... J'ai répondu à votre question ? Oui. D'autres questions ? D'autres remarques ? Faut le micro, par contre. Donc Laurent Claveau, Michelin. Tout à l'heure, on a parlé de 28% de rupture de contrat. Est-ce qu'on a l'analyse de pourquoi il y en avait autant, en fait ? Je peux vous apporter une analyse des ruptures de contrat. Alors, ça me sort un petit peu de mon intervention, mais je peux... en fait, je ne l'avais pas dit, mais j'ai été apprenti pendant 5 ans. J'ai en fait fondé l'Association nationale des apprentis de France, l'ANAF, que j'ai présidée en 2014. Et une des missions qu'on s'était confiée, c'était de comprendre pourquoi il y avait autant de ruptures de contrat et comment on pouvait lutter contre ces ruptures. Et il y a en fait plusieurs enquêtes qui ont été menées, des études de recherche, qui ont été financées, une par la région Île-de-France et une par la CPME à l'époque. Et en fait,
en dehors de tous les petits problèmes petits, on s'entend, mais les difficultés sociales, difficultés qui représentent moins de 20% d'une raison de rupture de contrat, la principale, on va dire, cause d'une rupture, je ne parle pas des conséquences, cause d'une rupture, c'est l'incapacité en fait aux jeunes à répondre techniquement, sur du technique ou sur du savoir-être, on va dire à l'exigence ou aux besoins à court terme de l'entreprise. C'est-à-dire, je suis en entreprise, je dois faire quelque chose et je ne sais pas le faire. Et j'entendais hier à table, par exemple, qu'il y avait des personnes qui arrivaient en entreprise et qui ne savaient pas utiliser des outils spécifiques que tout le monde est censé utiliser. Ben ça peut être une cause d'une rupture parce que l'employeur, par exemple, va dire en fait, il n'est pas très compétent, donc je vais lui laisser sur des missions un peu basiques, répétitives, qui sont entre guillemets très ennuyantes et qui n'apportent rien à la formation. Il va faire ça pendant 1 an. Et en fait, les conséquences, ça va être après dispute, abandon, absence, etc., qui va amener à la rupture de contrat. D'accord ? Et donc, automatiquement, il y a un enjeu du côté CFA et entreprise sur une évolution des pratiques pédagogiques dans le cadre de la rupture de contrat d'apprentissage. Et je reviendrai dessus tout à l'heure sur l'impact de la réforme sur la partie pédagogique. Mais la région a mené des expérimentations en Île-de-France qui ont permis de faire passer cette rupture de 22 à moins de 6% sur 10 000 jeunes par an, en changeant totalement un modèle qui, entre guillemets, permet d'éviter ce genre de choses. Voilà. D'autres questions par rapport à ça ? C'est bon ? Donc, pour faire, en fait, grosso modo, le bilan de tout ça, ça veut dire que la région perdant sa compétence apprentissage, toute organisation, personne morale, peut maintenant, aujourd'hui, ouvrir des CFA ou ouvrir des formations par apprentissage sans aucune régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois choses pour réussir à monter un CFA. Il faut bien sûr avoir un numéro d'organisme de formation. Juste entre parenthèses, le statut de CFA n'existe plus en tant que tel sur le plan juridique. D'accord ? Un CFA, c'est un organisme de formation où les statuts ont été déposés à la directe, d'accord, avec toutes les réglementations de la formation professionnelle traditionnelle, dans lesquelles on a mis à l'intérieur qu'on voulait faire de la formation par apprentissage, tout simplement. Deuxième chose pour monter un CFA, il faut bien sûr posséder ou avoir un accord avec un certifieur, en général un RNCP ou un diplôme, donc que ce soit celui de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture ou n'importe quel certifieur privé, d'accord, qui possède un titre RNCP, et donc d'avoir un accord pour accompagner. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, c'est 6 mois minimum un contrat d'apprentissage, d'accord ? Donc on peut faire des blocs de compétences en 6 mois pour amener des jeunes en contrat d'apprentissage avec un minimum de 400 heures. Si c'est, entre guillemets, la politique du certifieur. Troisième, c'est d'être certifié qualité, avec le nouveau référentiel qualité que je vais, entre guillemets, vous expliquer tout à l'heure. Et quatrième, c'est avoir l'ensemble des fondamentaux, donc répondre aux missions d'un CFA et avoir le conseil de perfectionnement et toutes les petites choses qui sont obligatoires pour monter un CFA. Mais si vous avez ça, vous pouvez aujourd'hui ouvrir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, aujourd'hui personnel d'organismes de formation par apprentissage, vous allez voir vos secteurs d'activité concurrencés par de nouveaux opérateurs sur vos propres régions. Et si j'ai envie d'ouvrir un CFA qui forme de l'apprentissage en face du vôtre, je peux le faire sans aucun problème. Donc, en face de ça, c'est un calendrier complètement déconnecté de celui de l'Éducation nationale. Je pars du principe que tout le monde peut rentrer en contrat d'apprentissage en sortie permanente à n'importe quel moment de l'année. Rien dans la loi l'interdit, en tout cas plus maintenant. Alors après, vous allez me dire, oui, mais le ministère de l'Agriculture, il fait une fois des sessions de formation chaque année, de certification chaque année. Oui, vous avez raison. Mais ils vont aussi être obligés, eux, de faire plusieurs sessions dans l'année pour permettre à n'importe quel individu de rentrer en formation à n'importe quel moment de l'année. D'accord ? Donc, plus de régulation de la région, ce qui fait, en fait, si je reprends un peu
ma comparaison tout à l'heure, c'est donc plus la région qui est le premier client du CFA ou de l'organisme de formation qui veut faire de l'apprentissage, mais c'est les jeunes et les entreprises. C'est eux qui vont décider si demain vous existez encore ou pas. Pourquoi ? Parce qu'ils auront la possibilité d'aller voir ailleurs. Et donc, l'importance aujourd'hui de la fidélisation de vos clients, c'est-à-dire des entreprises et des jeunes, est une des priorités. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que le financement est complètement dépendant. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui. Bernard Faring du lycée de Carmaux. Voilà, au niveau de l'ouverture du CFA, là, je n'ai pas très bien compris qui c'est qui régule, parce que, par exemple, si j'ai un CFA, enfin, nous à Carmaux, donc on est déjà un CFA, en plus d'être un lycée professionnel, qui va réguler si quelqu'un se présente en face de nous. Enfin, je veux dire, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un petit peu difficile à gérer tout ça ? Alors, je vais faire une réponse qui ne va sûrement pas vous plaire, mais la loi du marché, en fait, c'est elle qui va régir complètement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ceux qui vont, entre guillemets, réguler le marché, c'est eux. Voilà. Deuxième question. Ah, juste là. Voilà. Je me suis présenté tout à l'heure. Ça fait peur. Ça fait ultra peur, votre truc, là. Dans le sens que maintenant, déjà, on a 80% de réussite au bac, en sachant que c'est 30%, la vérité, et que maintenant, on va faire du 100%. Parce que les gamins vont regarder les réussites, le taux de réussite des examens. C'est-à-dire que maintenant, déjà que les professionnels, ils recrutent avec des bacs qui ont des niveaux de CAP, maintenant, ils vont recruter comment, les professionnels? Vu que tout le monde va faire du 100% de réussite aux examens. Comment les professionnels vont dire, ce mec-là, il vaut le coup? Alors, je vais répondre à ça. Vous comprenez bien que je ne suis pas, entre guillemets, responsable de la loi. Ben oui, mais en fait, en gros votre entreprise, la création de votre société, ça montre bien qu'il y a un problème. Autrement, votre société n'existerait pas. Ça fait 5 ans et demi qu'elle existe. Bientôt oui, ça fait 15 ans 6. qu'il y a un problème. Donc heureusement que ce n'est pas la loi qui me fait exister. Mais le point, il est vrai qu'aujourd'hui, la réussite, on va dire, au diplôme est important pour les familles et les jeunes, mais il n'y a pas que ça. Et je pense sincèrement que la partie pédagogique et ce qu'ils vont vivre ou ce qu'ils vivent en fait dans le cadre de la formation et le lien avec ce qui va se passer en entreprise va faire aussi que ça va donner envie à d'autres d'y aller parce qu'il y a du bouche à oreille. On est totalement dans une monde de communication qui est complètement différente de ce qu'on a pu connaître il y a 15 ans. Alors, la partie gestion de compétences, la partie pédagogique, elle va avoir un rôle demain dans la mise en place de la réforme. Je vais revenir après là-dessus, mais je peux comprendre que ça vous fasse peur. Ça, je suis complètement conscient. Ça fait 1 an que je présente la réforme et je suis encore surpris qu'au bout d'1 an, je dois encore présenter les autres. Donc, je me demande ce que font, entre guillemets, vos directions respectives. Mais il y a 1 an, fin août 2018, tout ça, je le savais. Je les ai déjà présentés. Et j'ai vu à peu près au moins 1 millier de salariés de CFA. La surprise est toujours la même. Mais pourtant, c'est ça, c'est la réalité. D'autres questions ? Oui. Attendez le micro parce que tout est enregistré. Donc ces formations vont être des formations avec des diplômes qui ne seront pas forcément des diplômes qui vont donner un niveau ? Si, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même ceux qui ont parlé de CQP à table hier, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les branches professionnelles ont l'obligation de retravailler les CQP pour leur donner des niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, les fameux niveaux européens, vous savez, on partait avant de 5 pour monter à 1, maintenant on reprend à l'envers, on part de 7 pour remonter en fait à 1. Donc ça a été inversé. On reconnaît même aujourd'hui un niveau intermédiaire à celui du CAP, c'est-à-dire toute la partie juste clé A, c'est-à-dire que toute la partie compétences
purement Cléa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, toute la partie maîtrise français, mathématiques et la partie informatique. Donc en fait, aujourd'hui, obligatoirement, toute la partie diplôme et certifiant doit amener à un niveau scolaire reconnu, même les CQP. Si demain vous devez travailler sur des CQP, vous allez devoir les retravailler parce que vous avez une obligation de leur donner un niveau. D'autres questions ? D'autres questions ? Oui. Jean-Christophe Régnier, donc Lemken, entreprise. On a bien compris l'impact pour la partie CFA, pour les jeunes qui ont plus de choix, on va dire, à l'avenir. Et c'est quoi l'impact principal pour les entreprises alors ? Alors, pour les entreprises, ça dépend de comment vous vous positionnez. Si vous vous positionnez en tant que recruteur de compétences, ou est-ce que vous vous positionnez en tant que délivrant, en tant que vendeur de formation ? Parce que c'est quand même deux choses différentes. Les deux, je réponds sur quel ? Les deux. Sur la partie compétences, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise a un poids plus important aujourd'hui. Et en fait, et on en reparlera tout. Je suis en train de dévoiler ma slide prochaine, mais le point est que ça va être plus simple normalement pour l'entreprise de financer son contrat d'apprentissage. D'accord, et de trouver des compétences et des opérateurs qui répondent entre guillemets aussi à ses besoins, parce qu'il y a une prise en compte maintenant un peu plus importante de ce que l'entreprise a besoin dans la partie opérateur, et donc elle va avoir un poids sur l'évolution des pratiques des organismes de formation. En tant que vendeur de formation, là il y a beaucoup de choses qui changent. Comme je vous le disais tout à l'heure, les OPCO vont gérer des fonds de formation professionnelle continue. Et quand vous allez vouloir vendre de la formation, par exemple, de vos machines et autres, il y aura, entre guillemets, une obligation de certification, comme tous les autres. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Mais ce qui fait aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui perdent des financements. C'est-à-dire que toutes les entreprises de plus de 50 salariés, elles n'ont plus de budget au niveau de l'OPCO. Elles devront mettre en plus pour pouvoir financer ces formations. Et les OPCO pourront décider, avec une grille nationale, de dire que pour les moins de 50 salariés, une formation non diplômante, c'est seulement 50% de prise en charge. Pour le CPF, et c'est ça aussi le plus important, c'est que les salariés ont une autonomie de formation. C'est-à-dire que personne ne peut imposer à un salarié ce qu'il fait de son CPF. Donc si demain, vous souhaitez en fait former à une machine quelqu'un qui veut utiliser son CPF, ce n'est pas possible, parce que vos formations de machine ne sont pas au RNCP ni à l'inventaire, ou en tout cas à l'ancien répertoire spécifique. Ce qui fait qu'elle ne peut pas mobiliser cet argent-là, sauf si demain vous le déposez à l'inventaire parce que vous considérez qu'il y a des compétences qui complètent une formation, on va dire déjà de métier. Et si vous voulez le faire financer, on passe à un maximum de 15 € l'heure par personne pour cette formation, dans le cadre du CPF. Vous voyez un petit peu la différence, mais je vais revenir dessus parce qu'il y a des choses qui vont évoluer sur la partie certification. D'autres questions ? Je passe à la suite. OK. Sur le financement, le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure disparaît complètement. C'est terminé, les 3 mois de récolte de taxes d'apprentissage dans les CFA, du mois de novembre jusqu'au mois de février, où on court après de l'argent pour essayer d'équilibrer son budget. Ça, c'est terminé pour les CFA. L'apprentissage, la taxe d'apprentissage et la contribution de formation professionnelle, c'est maintenant une unique et seule taxe, d'accord, qui sera maintenant récoltée comme la TVA par l'URSSAF. Donc les OPCA et les OPCO n'existe plus et ne récolte plus cet argent, c'est l'URSSAF. Ça a un avantage parce que déjà, ça sera payé, toutes les entreprises paieront leur taxe d'apprentissage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'accord. Et essayer de ne pas payer quelque chose à l'URSSAF, je pense que voilà. Donc l'avantage, c'est qu'il y aura plus d'argent pour la partie apprentissage. Cet argent sera reversé, 87% d'entre elles, je parle bien de l'apprentissage, de la taxe d'apprentissage, à France Compétences, d'accord. Et les 13 autres seront en fait pour la formation professionnelle et l'orientation hors apprentissage. Avec un petit, entre guillemets,
désolé, j'oublie mes mots, je suis un peu fatigué. Mais les entreprises qui feront par exemple de la donation de matériel à des CFA pourront déduire en fait le montant de la donation de leurs 13% de taxes d'apprentissage. Par exemple, John Deere qui vous fait un cadeau d'un nouveau tracteur dans le CFA par exemple ou dans le lycée professionnel pourra déduire la valeur de ce tracteur dans ces 13% de taxes d'apprentissage. D'accord ? Et donc, ces 87% iront dans le financement de l'apprentissage et l'autre sera hors apprentissage. 87% sont distribués, en fait, c'est 87 entre France Compétences sur le fonds commun de péréquation de financement, le reste aux OPCO et un petit peu à la région. Question par rapport à ça ? Non ? Ok. Et donc, aujourd'hui, avant, on avait une subvention, on avait du hors quota. Maintenant, si vous voulez vous faire financer, il faut signer du contrat d'apprentissage parce qu'un contrat d'apprentissage signé est égal à un financement. France Compétences, avec l'aide des branches professionnelles, ont défini des coûts contrats avec des fourchettes qui ont été validées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel OPCO qui signe un contrat d'apprentissage regarde sa grille et dit « Ok, on a un CAP spécifique, il coûte tant par an. » Et donc, quand le contrat d'apprentissage est déposé auprès de l'OPCO, l'argent, entre guillemets, est versé directement au CFA. Donc, le modèle économique du CFA, il est à l'individu et au coût contrat et à l'entreprise. Donc, un accord entre un jeune et une entreprise. Je dépose le contrat à l'opérateur de compétences. France Compétences reverse l'argent directement au CFA. Question ? C'est bon ? Oui, une question là. Pierre Calvé, Massey Ferguson. Je suppose que c'est le cas, mais le coût qui a été déterminé pour le coût contrat, comment il se positionne en fait par rapport à la réalité du besoin financier du CFA pour faire tourner sa section et financer tous les besoins de formation, d'hébergement peut-être, je ne sais pas s'il est inclus dedans, de restauration. Est-ce qu'il en manque ou est-ce qu'il y en a trop? Je ne suis pas sûr, mais comment ça se positionne? C'est vraiment, entre guillemets, ce qui a été fait, donc c'est le même coût contrat sur le plan national. Il n'y a pas de différenciation régionale. Déjà, c'est une première chose à savoir. C'est-à-dire qu'on soit au centre de Paris ou au fond de la Creuse, il n'y a pas de différenciation. Deuxième chose, il a été pris en compte en fait tous les coûts annexes de production de formation. En fait, tout ce qui est la définition qui avait été définie l'année dernière, je ne sais pas si elle a été encore validée, mais c'est tout ce qui n'est pas amortissable en moins de 3 ans. Donc en fait, tous les coûts de production, etc., et les coûts de restauration, normalement, sont aussi directement reversés par les OPCO au travers du CFA. Donc tout ça, en fait, le coût contrat, en fait, ne comprend pas les coûts de restauration et d'hébergement. Ça sera en plus de ce fameux coût contrat. Mais le coût contrat est censé prendre le budget de communication du CFA, de prendre toute l'ingénierie pédagogique, etc. Et en plus, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il n'y a aucune différenciation entre guillemets au modèle du CFA. C'est-à-dire qu'un CFA agricole public, par exemple, on sait très bien que avec votre observation, si je vais me faire crier dessus, mais l'éducation nationale, je vais prendre l'éducation nationale parce que je connais bien, mais les lycées professionnels éduquent, purement éduquent, les bâtiments sont payés par l'éducation nationale, les profs sont payés par l'éducation nationale, etc. Par la région, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais en tout cas, grosso modo, le coût contrat est le même pour un CFA public que pour un CFA normal, alors que l'un a plus de charges que l'autre. D'accord ? Alors, il est demandé, et ça, c'est en cours de réflexion, qu'il y ait, entre guillemets, on enlève un petit peu d'argent au CFA public parce qu'il bénéficie de ressources humaines déjà payées et de locaux déjà payés. Mais ça, c'est encore en négociation. Mais en tout cas, le coût contrat, normalement, est censé comprendre, est plus important que le coût préfectoral qui était, entre guillemets, publié chaque année par le biais de la région. C'est bon ? Une autre question là-haut.
Bonjour, Laurent Douard, lycée agricole de la Côte-Saint-André. Je voudrais réagir sur le fait que les personnels en CFA public sont payés par l'État. C'est pas vrai, hein. Pour le ministère de l'Agriculture, en tout cas les CFA publics, les agents sont payés sur un budget privé en fait. Les enseignants fonctionnaires n'interviennent pas du tout dans la formation des jeunes. C'est pour ça que j'ai dit que en fait, j'ai pris l'exemple de l'éducation nationale pour éviter de parler de quelque chose dont je n'avais pas la réponse, mais vous me l'apportez. Voilà. Et question plutôt, est-ce que ce coût moyen, il va évoluer? Qui est-ce qui va en fait décider si un apprenti, par exemple en BTS, son coût doit évoluer au fil des années, augmenter, baisser, etc. En fait, c'est France Compétences qui a cette compétence-là. Et qui va regarder en fait chaque année les évolutions, les remontées de terrain, etc. L'objectif, c'est d'évoluer en fonction des besoins des branches professionnelles et de ce qui va être remonté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de nouveaux diplômes qui vont arriver. Et donc, ils vont être obligés de se positionner sur ces diplômes-là et leur définir un coût par rapport, on va dire, à une maquette financière et ce qui existe déjà sur le terrain sur des diplômes équivalents ou à peu près équivalents. D'autres questions ? Oui. Oui, donc vous dites qu'il va y avoir plein de nouveaux diplômes qui vont arriver, donc, et qui c'est qui régule tout ça? Parce que il me semble qu'à une époque, bon, il y avait une réflexion, etc. Là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu difficile à gérer tout ça. Enfin, je sais pas. Alors en fait, et donc ça me permet de parler de ce sujet-là. J'ai pas de slide, donc ça me permet de faire le lien. En fait, votre inquiétude aujourd'hui a été entendue, ou en tout cas aujourd'hui déposer un. En fait, c'est le CNEFOP, c'est France Compétences qui va réguler la partie RNCP et la partie diplôme. Les ministères de l'Éducation nationale, de la santé, de l'agriculture ont toujours leur fameux diplôme, Bac Pro que vous connaissez, BTS et autres et autres. Et donc eux, ils vont entre guillemets aussi devoir évoluer par rapport à ce qui va se passer sur le marché et par rapport aux besoins, on va dire, des branches. Mais toute la partie titre RNCP, c'est-à-dire tout ce que le privé peut déposer, va énormément être réglementé. Je m'explique. Avant, il suffisait, entre guillemets, de montrer qu'un marché était un peu spécifique, avec des besoins, un soutien, et on pouvait déposer un titre avec, bien sûr, il fallait 3 promos qui soient passés avant que ça soit reconnu, etc. Donc, ce n'est pas non plus extrêmement facile de le faire. Mais aujourd'hui, vous avez 2 obligations nouvelles. Et avec la loi, en fait, a complètement changé les obligations du dépôt de titres. La première chose, c'est que vous devez faire une vérification des équivalences. Et je reviendrai dessus dans le cadre de la certification, c'est que maintenant le RNCP est construit, tous les diplômes doivent être consignés en bloc de compétences, en modulaire. D'accord ? Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien proposer du semi-certifiant à un individu pour qu'il valide tel bloc et tel module et qu'il revienne 3 ans plus tard pour valider le reste. D'accord ? Ça, c'est possible. Et ce qui fait, c'est que vous avez l'obligation maintenant de dire votre diplôme que vous déposez, votre titre que vous déposez, quels sont les équivalents, c'est-à-dire si je valide ce bloc-là, il valide aussi les compétences d'un autre diplôme déposé par une autre structure de certification. Et ça veut dire, et donc ça revient à ma deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus, si des titres sont équivalents ou proches, ils seront automatiquement refusés. C'est-à-dire que plus personne ne peut déposer des choses comme ça comme ils veulent. Il doit y avoir une vraie, entre guillemets, organisation par rapport au modèle RNCP. Et donc, ça veut dire que les gens qui possèdent des titres, éducation, ministère compris, vont avoir l'obligation de travailler avec des structures qui veulent, on va dire, préparer des individus à leur certification. Et si ils refusent, pour des raisons qui ne sont pas légitimes, ils pourront se faire, entre guillemets, radier du RNCP. Donc on est, entre guillemets, on ne pourra plus déposer des RNCP comme on veut. Il y a énormément de contrôles, des choses qui ont été rajoutées, qui ont été, entre guillemets, beaucoup plus consolidées. Et surtout cette partie d'équivalence.
et on va dire de lien, de passerelle entre les différents diplômes. Si je valide un CAP, par exemple, je donne un exemple complètement que je ne connais pas, mais par exemple mécanique, machine, etc., et qui a des blocs de compétences qui ressemblent au CAP mécanique auto, et ben en fait, vous pouvez très bien considérer que si l'individu a validé ces blocs de compétences, il maîtrise autant ceux du CAP mécanique auto. Vous voyez, c'est un exemple, mais il y a un travail à faire en termes d'équivalence de compétences et de blocs de compétences. Donc tous les référentiels éduc qui ne sont pas aujourd'hui réglementés en blocs de compétences, si vous ne l'avez pas fait, vous allez faire un travail par rapport à ça, et eux vont aussi devoir changer par rapport à l'évolution de diplôme. Sachant qu'on attend une réforme de la formation professionnelle bientôt, lycée pro, mais ça c'est un autre sujet. Voilà ce que je pouvais dire sur le RNCP. Il y a des questions par rapport à ça ? C'est bon ? Ok. Et donc, pour continuer sur la partie financement, en dehors du coût contrat, en plus du coût contrat, le CFA a encore des financements possibles. L'entreprise peut abonder un coût contrat. C'est-à-dire dire, en fait, tu es 8 000 € pour ton CAP, à l'année, je trouve que ce n'est pas suffisant, je te donne 1 000 € supplémentaires. C'est possible, mais vous n'avez pas le droit de l'imposer à l'entreprise. Vous pouvez bien lui demander, si elle refuse, vous n'avez pas le droit de lui refuser un apprenti. Mais par contre, il est possible que l'entreprise finance un peu plus du coût contrat. C'est à elle de le décider en fonction de la politique et de ce qu'elle souhaite mettre en place sur son territoire. Ensuite, la région garde un petit peu d'argent. Pas grand-chose, mais on garde. Elle peut l'utiliser de deux façons, sur du fonctionnement, on va dire c'est des petites interventions par rapport à ce qu'elle pouvait faire avant, mais elle peut très bien abonder aussi un coût contrat. On est dans une région rurale où on sait très bien qu'on ne fait pas plus de 13-15 apprentis maximum, et encore c'est dans les fastes années. Elle peut décider, pour préserver une dynamique de territoire, d'abonder un coût contrat pour permettre au CFA de garder sa rentabilité, en tout cas son équilibre de financement. Elle peut très bien aussi, avec d'autres types d'argent, par exemple le PIC, le plan d'investissement compétences, les 15 milliards, elle peut très bien décider aussi d'accompagner le placement des jeunes en entreprise ou toute la partie fonctionnement. Le point supplémentaire, c'est qu'elle peut aussi investir dans la partie matérielle, sur de l'investissement, on va dire, semi-lourd, c'est-à-dire nouvelles salles informatiques, etc. etc. Surtout qu'en plus que la région, pour certains, c'est eux qui ont financé les bâtiments des CFA. Donc la région a encore un petit peu d'intervention. Les opérateurs de compétences, eux, auront une intervention sur de l'investissement lourd uniquement. Donc, si demain vous voulez refaire l'ensemble du bâtiment de votre CFA ou agrandir, créer, on va dire, des internats et autres, c'est les OPCO qui ont la mission de le financer. Et pour terminer, France Compétences, et ça c'est inscrit directement dans la loi, a la possibilité de vous aider sur le plan trésorerie dans le cadre de cette transition de modèle. Donc si vous avez un peu dans le rouge sur 4-5 mois, elle a un budget pour, entre guillemets, aider sur la partie trésorerie. Donc voici en fait les financements, on va dire, supplémentaires du CFA. Mais ça n'empêche pas, d'un autre côté, le CFA peut très bien proposer c'est ce que vous faites déjà avec vos CFPPA, et en général, le CFA et la CFPPA peuvent être des structures juridiques communes, mais proposer de la formation continue, et donc aller chercher d'autres types, on va dire, de recettes, avec des formations plus courtes, différenciées, qui vous permet, entre guillemets, d'abonder un budget d'une structure d'un CFA. Ce qu'il faut quand même savoir, et le mot va sûrement vous choquer, mais l'objectif de l'État, c'est de faire en fait des CFA actuels et des futurs des centres de formation de profit, où plusieurs activités de formation se rassemblent. Et donc, la formation unique avec, je vais dire, sur le plan industrialisé, n'existe plus. En tout cas, ce modèle est en train de changer. Et donc, chaque organisation va devoir changer de pratique ou évoluer pour pouvoir, entre guillemets, continuer à vivre dans les mois à venir. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions ou des remarques ? Oui. Attendez.
D'après ce que j'ai compris, c'est principalement les entreprises qui vont financer cette formation et il y a un désengagement complet de l'État par l'intermédiaire de la région. On est d'accord que la formation professionnelle, aujourd'hui, c'est les entreprises uniquement qui la financent. Que ça soit... Non. Ça veut dire les taxes, les impôts qui sont payés par les entreprises, ça veut dire que c'est ça qui permet de financer entre guillemets l'apprentissage de la formation professionnelle. Sur la masse salariale, les 3 milliards, c'est l'apprentissage, mais on a encore un autre chèque qu'on faisait à notre cas, qui est la participation à la formation professionnelle, qu'on appelait initialement le DIF. Et en fait, ce financement-là est récupéré aujourd'hui par les OPCO. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les entreprises de plus de 50 salariés sont un peu lésées. Pourquoi ? Parce qu'elles payent quand même de l'impôt, mais ça va pour autre chose, et en partie pour le plan d'investissement compétences, qui a pour objectif donc, ce qu'on appelle les PIC, inclusion, prépa, apprentissage et tous les autres, de façon à financer la formation des gens les plus éloignés de l'emploi et de les ramener vers le marché du travail. Mais sinon, toutes les moins de 50 salariés, ça permet de financer la formation des entreprises de 0 à 50 salariés et l'apprentissage, le coût contrat pour la partie apprentissage. Les régions récupèrent juste un budget, on va dire un petit peu de la taxe d'apprentissage et une partie de la partie formation professionnelle, les fameux PIC pour la formation des chômeurs sur leur territoire et de former et d'avoir un impact de formation professionnelle sur des activités qui doivent se développer sur leur territoire. Donc vous devez sûrement voir, et je pense qu'une grosse partie de vos lycées respectifs répondent régulièrement à des appels d'offres publics de la région où on vous demande de financer un certain nombre de cohortes sur des métiers spécifiques, et j'en ai vu passer sur vos secteurs d'activité. Et donc voilà, c'est la mission de la région sur cette partie-là. D'autres questions ? C'est bon ? Oui, pardon. Bonjour, Loïc Jouveau, Maison familiale de Moiran, CFA aussi. Je crois que la région a du coup une compétence qui est liée à l'orientation, c'est ça ? Et dans quelle mesure ? Alors c'est, on va dire, quand même lié au sens où, pour avoir des jeunes... bien sûr, on passe par les entreprises, mais aussi tout l'aspect orientation, on en a pas mal parlé. La Prodema fait aussi un gros travail par rapport à ça. Et justement, dans quelle mesure peut-être la région... Enfin, je ne sais pas si vous avez des infos entre ce que va devenir les rapports entre les CFA et la région par rapport à ce travail d'orientation. Et comment on va travailler ? Voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a aussi des financements de prévus ? Voilà, c'est un peu ma question. Déjà, la première chose, c'est qu'elle récupère quand même toute la partie politique publique de l'orientation régionale. Déjà. Donc, elle récupère, on va dire, tout le personnel et toutes les structures d'orientation qui appartenaient à l'UNICEP à l'époque et qui, entre guillemets, est récupérée. Donc, déjà, ils ont... déjà des missions qui sont discontinues, c'est-à-dire que rien n'a disparu, et donc ils prennent juste la partie responsabilité. Là, je vous dirais que je suis un petit peu novice sur cette partie financement. Je ne sais pas quel argent ils récupèrent avec, comment ils vont le faire, le fonctionnement, mais on sait très bien que les régions, c'est quand même très politique, et que en fait, ils aimaient bien avoir une vision très politique de l'apprentissage et avoir une main de fer sur ce qui est en train de se passer sur la partie de leur territoire. Ils vont avoir une manière différente de le faire. Par les PIC, donc par les plans d'investissement en compétences, qui aujourd'hui, ces fameux 15 milliards d'investissement sur le marché de la compétence aujourd'hui, se fait, entre guillemets, c'est piloté aujourd'hui par la CDC, la Caisse des dépôts et de consignation, où chaque structure, entre guillemets, que ce soit Proactive Academy, CFA ou autre, branche professionnelle, OPCO, se positionne pour obtenir des fonds sur des projets de réinsertion. Demain, ce qui va arriver, et je le vois arriver gros comme une maison, c'est que d'ici 1 an ou 2, c'est les régions qui vont récupérer le financement de ces PIC. Voilà. Donc ils vont sûrement avoir un rôle, la partie de positionnement, d'orientation. Et après, ils vont sûrement mettre en place leur stratégie d'orientation pour amener les jeunes vers les CFA et la partie. Et en général, est-ce qu'ils n'ont pas que la partie CFA, malheureusement, ils vont devoir aussi, malheureusement non, mais grosso modo, faire avec tout ce qui existe en termes de formation sur le terrain,
que ce soit du CFA public, du CFA privé, du lycée professionnel, de l'enseignement supérieur et autres. Et donc, ils ont maintenant cette stratégie d'orientation. Sachant que l'orientation, c'est un gros machin où on met tout et tout n'importe quoi dedans, où il y a énormément d'acteurs privés aussi qui jouent un rôle dedans. Donc, je ne sais pas comment les choses vont se mettre en place. D'autres questions? C'est bon? Alors, oui, je voulais vous parler de ça. Parce que ça, c'est quand même important et ça vient accentuer un petit peu encore le modèle. Vous disiez tout à l'heure que le contrat d'apprentissage était, entre guillemets, protecteur pour le jeune. En partie, avec cette partie, personne ne peut rompre un contrat d'apprentissage sans l'accord de l'autre, ou sinon on va devant les prud'hommes. Avant la période d'essai, rien ne change. On a toujours ces 45 jours effectifs. Par contre, à partir de la fin de la période d'essai, les prud'hommes ne sont plus obligatoires pour rompre un contrat d'apprentissage. D'accord ? C'est les mêmes règles que le contrat de travail traditionnel, CDD ou CDI. C'est-à-dire que l'employeur doit... Alors seulement, on a toujours les mêmes 3 raisons qui restent, c'est-à-dire l'incapacité, tout ce que je vous ai expliqué, mais il doit prouver que les 3 raisons sont mises en place. Et après, il peut licencier comme il veut le jeune. D'accord ? Vous savez très bien qu'un contrat d'apprentissage peut se faire en CDD ou en CDI. Et donc, c'est les règles du contrat de travail qui s'appliquent. Et après, par contre, rien n'empêche à l'apprenti de se pourvoir au prud'homme pour, entre guillemets, on va dire bah, non, je ne suis pas d'accord, et expliquer pourquoi. Donc ça, c'est une première chose. Donc déjà, ça facilite. Deuxième chose, la ligne numéro 2, c'est qu'on reconnaît le droit de démission à l'apprenti. C'est-à-dire que l'apprenti, bien sûr, doit saisir le médiateur de l'apprentissage, je vais revenir dessus, mais le médiateur de l'apprentissage n'a pas le dernier mot. Oui, c'est ça, le médiateur. Et donc le jeune peut clairement décider s'il a envie de partir, sans préavis. Le médiateur de l'apprentissage est nommé, et c'est entre guillemets les CCI et les centres de métiers de l'artisanat qui vont les piloter. Et le médiateur de l'apprentissage a 15 jours pour pouvoir, entre guillemets, réunir les parties et essayer, entre guillemets, de trouver une solution. Mais si l'apprenti a réellement envie de partir, il peut le partir. Et donc, le contrat peut être rompu directement par le jeune. Ça, c'est un point important parce que quand on connaît, entre guillemets, la volatilité des jeunes, c'est un point, entre guillemets, qui doit être vraiment pris en compte demain, entre guillemets, dans vos CFA. Et le troisième, c'est que si un jeune ne respecte pas, on va dire, votre règlement intérieur et que vous l'expulsez définitivement, c'est une cause simple et sérieuse de licenciement pour l'employeur. Par rapport aux ruptures, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, Thomas Dietz, CFA La Germinière à Rouillon, dans la Sarthe. À partir de quand c'est effectif ça ? Pardon ? À partir de quand c'est effectif ? Sur tous les nouveaux, à partir du 1er janvier, sur tous les nouveaux contrats. Signé à partir du 1er ? En fait, normal. Il faudrait que je vérifie. Vous voyez, vous me posez, je commence à avoir un doute, mais normalement, c'est à partir du 1er janvier. À partir de maintenant, c'est les règles qui s'appliquent. La question, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que les médiateurs d'apprentissage, aujourd'hui, ils ne sont pas encore là. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est un mauvais modèle, les médiateurs de l'apprentissage. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat là. Mais aujourd'hui, en fait, normalement, c'est effectif dès maintenant. Oui, question juste là. Donc, je suis Laurent Jacot, j'enseigne dans un lycée privé dans les Vosges. Nous avons aussi un centre de formation d'apprentis. Moi, la question par rapport à la rupture du contrat et son financement. Est-ce qu'il y a un délai minimum pour que le centre de formation maintienne le financement ou perçoive, ou c'est au prorata ou autrement? Ah oui, c'est une bonne question que j'ai oubliée tout à l'heure. Et ça me mènera à la suite après. Le CFA n'est plus financé à l'heure, individu et à la signature, d'accord ? C'est un coût contrat, c'est au forfait.
Et ça me permet de vous dire que, en fait, sur le plan pédagogique, vous perdez les inspections, on va dire, académiques, d'accord, et que vous pouvez, entre guillemets, faire ce que vous voulez sur le plan pédagogique. Vous êtes devenu aujourd'hui complètement indépendant sur cet outil-là. Vous devez respecter le minimum d'heures que le certificateur qui possède le diplôme vous impose. D'accord. Donc, par exemple, pour un BTS, les 1100, 1200 heures pour le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Agriculture. Mais s'il dit demain qu'il n'y a plus de minimum d'heures, vous faites ce que vous voulez. Et c'est à vous de décider, entre guillemets, comment, sur le plan pédagogique, vous mettez en place des outils, le présentiel, le distanciel, la FEST et autres. D'accord. La FEST, pour ceux qui ne savent pas, c'est la formation sur le poste de travail, qui aujourd'hui a été réglementée par cette nouvelle loi et qui apporte de nouvelles possibilités de formation dans le cadre de l'apprentissage. C'est juste une modalité, entre guillemets, pédagogique supplémentaire. Donc ce coût contrat, en fait, il est pour l'apprenti. D'accord. Si demain on a affaire à une rupture de contrat, l'apprenti, en fait, à 6 mois, vous devez le garder pendant 6 mois dans le CFA au lieu de 3 mois avant préalablement pour qu'il trouve une nouvelle entreprise. Et ce financement vous est gardé. C'est-à-dire que vous gardez le financement jusqu'à la fin des fameux 6 mois. Ensuite, s'il devenait à quitter le CFA, c'est au prorata. Voilà, tout simplement. Et ça me permet de faire la transition aussi. Pour ceux que ça intéresse, il y a 3 modèles en fait et c'est là, ça me permet aussi de revenir sur la mission de la Brodema. Il y a 3 passerelles existantes qui sont reconnues par la loi. Vous avez en fait la première qui est en fait les prépas métiers qui a été aujourd'hui mis en place par les collèges. Ça veut dire en fait, vous connaissez sûrement les DIMA. Les DIMA, c'est terminé. Les CFA, les lycées professionnels, vous n'entendrez plus parler, vous n'avez plus la responsabilité des DIMA. Tous les moins de 16 ans sont et resteront dans les collèges. Et c'est les prépas métiers qui doivent mettre en place en fait, cette prépa et cette orientation, découverte de métiers, réinsertion, formation professionnelle pour ces jeunes-là qui ne veulent pas suivre ce que je peux appeler un modèle classique, même si c'est entre guillemets encore très, on va dire, subjectif comme sujet. Mais c'est en termes d'orientation et en termes de découverte des métiers, je pense du côté de la mission de la Prodema, c'est auprès des prépas métiers et des collèges que, entre guillemets, il y a un rôle à jouer sur la découverte des métiers, la valorisation de vos métiers, en partie, vu que c'est un peu le sujet. La deuxième passerelle, c'est la prépa apprentissage, qui est, entre guillemets, financée dans le cadre du PIC, donc du plan d'investissement compétences. Et cette prépa apprentissage a pour objectif d'accompagner les jeunes décrocheurs, donc éloignés de l'emploi, qui n'ont pas du tout de qualification ou qui ont loupé en fait un bac, pour les amener vers l'apprentissage. Les jeunes en situation de handicap, important, et les personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires dans la ville ou dans des zones de revitalisation rurale. Et donc ces jeunes-là, c'était en fait des appels d'offres qui ont démarré mi-octobre et qui se sont terminés en fait à fin mai et qui ont permis à un certain nombre de structures, je crois que c'est à peu près 400 millions d'euros qui a été déployé là pour aider ces jeunes-là à aller vers l'apprentissage. Et les modèles de prépa-apprentissage sont en train de démarrer. Ça, c'est la deuxième passerelle. La troisième, et ça me fait penser qu'avec Proactive Academy et des lycées professionnels agricoles donc, et des CFEPA, Île-de-France, on a monté une prépa-apprentissage qui devrait démarrer au janvier 2020. Et donc la troisième passerelle, c'est la passerelle d'accès à l'apprentissage. Donc celle-ci qui n'est pas financée, en dehors du coût contrat, c'est les passerelles qui permettent aux jeunes de trouver un contrat d'apprentissage entre septembre et décembre, et celle qui permet, sous le statut de la formation professionnelle, en tout cas de stagiaire de la formation professionnelle, l'apprenti, quand il fait une rupture de contrat, sur 6 mois maximum au sein du CFA sans entreprise. Voici, entre guillemets, les passerelles qui existent pour les CFA dans le cadre de l'accompagnement des jeunes à l'accès à l'apprentissage. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions ou des remarques? Oui.
Quelque chose que j'ai pas trop compris par rapport aux jeunes de moins de 16 ans. Donc ils vont rester plutôt dans les collèges, c'est ça? Et ils pourront intégrer les CFA à date d'anniversaire? Bah, normalement, c'est entre guillemets, il faut qu'ils aient 16 ans à la signature du contrat d'apprentissage. Donc ceux-ci constitueront des entrants à période aléatoire. C'est un des sujets. Mais comme je vous le dis, aujourd'hui, l'entrée permanente en apprentissage va devenir, entre guillemets, normalement une nouveauté. Alors qu'on sait très bien que les organisations ne sont pas prêtes, ni les certifieurs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est qu'on puisse rentrer en formation et valider une certification à n'importe quel moment de l'année. Et c'est pour ça aussi qu'on a de moins en moins, en tout cas c'est la volonté, de contrôle d'examen final de fin d'année avec des grandes épreuves et de plus en plus de formation et de contrôle continu tout au long de la formation. Ce qui m'inquiète, c'est qu'avec ces choses-là, en fait, la contrainte, on se la crée. La contrainte d'étaler, en fait, en faisant rentrer ces jeunes à des périodes voilà, qui vont être leur date d'anniversaire, on va se créer la contrainte après, il y aura de l'étalement des diplômes. Alors après, honnêtement, je ne suis pas sur la règle, entre guillemets, à la ligne pure. Il faudra vérifier que ça se trouve, un jeune qui signe son contrat, qui aura 16 ans dans 2 mois, pourrait signer en septembre. Vous voyez, je ne veux pas non plus qu'on comprenne tout ce que je dis à la lettre. Il faudra vérifier au fur et à mesure et par rapport à ce qui va se passer. Mais grosso modo, la partie DIMA, en tout cas, est vraiment aujourd'hui donnée à l'éducation nationale. D'autres questions? Oui. C'est pour avoir une petite précision justement sur les 16 ans. Ça veut dire qu'un jeune en seconde, il ne peut plus signer un contrat d'apprentissage alors? Parce que quand il rentre en seconde, il a 15 ans et quelques. Et s'il ne peut pas signer avant 16 ans, alors comment ça se passe? Parce que là, jusqu'à maintenant, on pouvait avoir des contrats, par exemple, de 3 ans en seconde, qui couvraient tout le cycle bac pro, par exemple. Je vous le dis, il faudra vérifier si, entre guillemets, les dérogations que vous connaissiez aujourd'hui. En fait, ce qu'on disait, c'était que la loi à l'époque, c'était de dire les jeunes de 14 ans ne pouvaient pas rentrer en contrat d'apprentissage de 15 ans, sauf s'ils avaient validé leur cycle collège. D'accord ? À mon avis, je ne pense pas que cette loi change. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je parle vraiment des DIMA. C'était les jeunes qui ne finissaient pas le collège, qui n'avaient pas passé le brevet, qui n'avaient pas validé et qui devaient, entre guillemets, rentrer dans ces fameux passerelles prépa métiers. Les jeunes qui, eux, ont validé le collège et qui ont 15 ans et demi, entre guillemets, pour moi, je ne vois pas la raison pour laquelle ils ne signeraient pas de contrat d'apprentissage. D'autres questions? C'est bon? Ok. Alors, là, je vais passer au plus sympa. Je pense que c'est là où il y aura beaucoup plus de questions. Donc, qui dit ouverture du marché à la concurrence sur l'apprentissage, dit quand même une contrepartie, c'est-à-dire une certification qualité. Alors, avant de rentrer dans cette certification, sachez que tous les lycées, publics comme privés, et tous les CFA ont une obligation de transparence sur leurs données publiques en termes de résultats. Et donc, vous êtes concernés aussi sur vos résultats d'établissement. La transparence vis-à-vis du public. Vous voyez les critères, réussite au diplôme, rupture, poursuite d'études, insertion professionnelle, valeur ajoutée. Ce sont, entre guillemets, ces indicateurs qui va vous demander d'afficher sur vos plaquettes de communication, sur vos sites internet, des infos qui doivent être publiques et qui vous permettent aux gens de faire, entre guillemets, une comparaison par rapport au territoire. Ça, c'est des choses qui concernent tous les lycées privés, les lycées publics, agricoles et tous les autres, et les CFA. En plus de ça, il y a en fait une certification qualité qui est obligatoire pour tous les organismes de formation qui veulent aujourd'hui bénéficier de fonds publics et de fonds mutualisés. Fonds mutualisés, c'est les fonds OPCO. Les fonds publics, c'est Pôle emploi, région, et après, tous les fonds publics dans le cadre de la partie handicap. Et donc, ça concerne 4 types d'organismes. Les organismes de formation continue,
qui étaient pour eux déjà datadockés, ceux qui connaissent Datadoc, et même les CFA qui font du CFPPA sont datadockés. En fait, grosso modo, Datadoc, c'était l'étape 1, la certification de la qualité, c'est l'étape 2. D'accord ? Ça, les organismes de formation qui font de la formation courte, certifiante ou non, ont l'obligation aujourd'hui de passer cette fameuse certification qualité. Les deuxièmes, et ce sont pour eux une nouveauté, ce sont tous les CFA qui font de la formation par apprentissage, que ce soit les historiques, ceux qui existent, ou les nouveaux, d'accord, vont devoir se faire certifier qualité sur ce fameux référentiel qu'on va détailler. Et les troisièmes, ce sont les bilans de compétences. Donc les structures de bilan de compétences ont aussi une obligation de certification. Je ne crois pas qu'il y en ait dans les salles. Et ceux qui font de la VAE aussi, donc valide d'acquis d'expérience, ont une obligation aussi de certification. Et vous pouvez très bien être un organisme qui fait les 4, et donc vous allez devoir, entre guillemets, respecter une certification pour les 4 activités. Mais en fait, vous êtes aussi du monde de l'agriculture, alors pas uniquement, mais une grosse partie. Et donc tous les CFA, tous les lycées publics agricoles qui font de l'apprentissage ont un petit cadeau de la part de leur ministère. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont devoir répondre au référentiel 132 qui a été généralisé obligatoire pour tous les lycées professionnels qui font de la formation par apprentissage et ministère de l'Agriculture, qui est en train d'être retoiletté et proposé par la FNOR à partir de septembre 2019. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais c'est la petite nouveauté, c'est-à-dire que vous allez devoir respecter les fondamentaux de ce que je vous ai présenté, plus les plus du ministère. Donc, cette nouvelle certification, comme je vous l'ai dit, reprend en fait l'histoire de Datadoc. Datadoc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un certain nombre de critères et d'indicateurs qu'on devait respecter. Sauf qu'à la différence, on devait aller sur un site internet, montrer des modalités de preuve, et c'était du déclaratif. Et on avait des gens derrière qui validaient, qui ne validaient pas. Et vous étiez certifié. La différence ici, c'est que cette nouvelle certification, c'est un audit. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va venir dans votre établissement et dans vos différents sites de centres de formation et qui va venir checker entre un jour et, pour certains, pour les plus grosses structures, quasiment à 7-8 jours, de certification. Et donc, il va éplucher toute votre organisation, tout votre fonctionnement et vérifier, entre guillemets, si vous répondez aux fondamentaux des fameux indicateurs. Comme je vous l'ai dit, il y a la formation continue qui est concernée, certifiante ou non. Donc, par exemple, les constructeurs qui vendent ici de la formation, on va dire à leurs clients, vous êtes concernés. Donc, Datadoc plus cette partie certification. Datadoc n'aura plus aucune valeur à partir du 31 décembre 2020. La certification obligatoire pour pouvoir obtenir des fonds mutualisés ou publics à partir du 1er janvier 2021. Pour les CFA qui sont déjà existants, vous avez une année supplémentaire au 1er janvier 2022, mais le bémol, c'est que si vous faites de la formation continue dans la même structure juridique, vous avez deux choix. Soit faire une certification formation professionnelle continue d'abord et un an plus tard apprentissage, soit pour des raisons économiques de faire les deux en même temps, et donc au 1er janvier 2021. Donc grosso modo, vous avez un an pour vous préparer ou mettre en place votre certification. Ça, c'est la formation continue. Après, tous les autres, apprentissage, bilan de compétences et VAE, vous avez en fait un tronc commun pour tout le monde dans ces critères et ces indicateurs, et vous avez des indicateurs spécifiques pour chacun d'entre eux. Des indicateurs spécifiques à l'apprentissage, spécifiques en fait, dire à la VAE, et spécifiques au bilan de compétences. D'accord ? Donc ça, c'est 32 indicateurs. Par rapport à ça, donc le certifieur qui va être en fait, je fais une parenthèse, les certificateurs, ce sont des organisations qui ont posé des dossiers auprès de la COFRAC et qui va les valider. Vous en avoir 15-20 qui vont être certifiés par la COFRAC pour pouvoir certifier les organismes de formation par rapport à un certain nombre de choses. L'auditeur va venir dans vos établissements et va checker et il va retenir 3 notions. Indicateur validé, c'est-à-dire que par rapport aux modalités de preuve qui sont sorties, là il y a un guide d'audit qui est sorti jeudi après-midi, il me semble, mercredi, jeudi,
il va regarder et il va regarder si, entre guillemets, ça répond ou ça répond pas à l'indicateur. Si c'est validé, pas de problème. Si c'est pas validé ou à moitié validé, on va appeler ce qu'on appelle une NC, une non-conformité mineure. La mineure, c'est que c'est à moitié fait et que ça répond pas totalement à ce qu'on attend. La NC majeure, c'est quand, entre guillemets, ça ne correspond pas du tout ou c'est pas fait du tout. Et donc là, automatiquement, c'est une majeure. Une majeure, c'est KO, c'est-à-dire que vous n'avez pas la certification. Et si vous n'avez pas la certification, vous ne pourrez pas toucher de fonds publics ou de fonds mutualisés, c'est-à-dire le coût contrat ou les différents fonds de formation. 5 mineurs, une majeure. Et donc vous voyez bien que sur 32 indicateurs, c'est facile de faire des majeurs ou des mineurs. Parce que là, c'est plus du déclaratif. C'est un vrai contrôle où vous allez avoir quelqu'un entre 2 à 3 jours qui va venir voir ce que vous faites et qui va, entre guillemets, échantillonner sur des formations et qui va regarder ces différentes spécificités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des indicateurs qui sont plus importants que d'autres. Et certains, s'ils ne sont pas mis en place, même moitié, ils pourront directement être considérés comme une majeure. Et une majeure, c'est 3 mois minimum avant de pouvoir repasser la certification. Vous devez mettre un plan d'action et il doit y avoir un contrôle, soit à distance, soit en présentiel, pour voir si vraiment la majeure a été, entre guillemets, traitée et améliorée. Donc vous pouvez très bien vous retrouver très rapidement avec 3-4 mois, entre guillemets, sans financement ou un délai sans, entre guillemets, certification. Avant que je rentre dans le détail des 4-5 champs importants des indicateurs, que je vous explique ce qui va vous attendre, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça ? Non? Pas du tout? Ok. Ça va? Ouais? Bon. Je vous ai pas endormi pour l'instant? Oui. Micro. Pardon. Juste pour savoir, enfin je me suis déjà présenté tout à l'heure, pour savoir qui allait, les organismes certifiés, enfin de contrôle, pardon, sont liés aux OPCO ou enfin qui les intègrent en fait, voilà. En fait, alors il y a plusieurs notions à savoir. Première chose, comme je vous l'ai dit, les organismes certificateurs qui vont vous dire que vous êtes OK. Ce sont des organismes privés ou semi-publics, l'AFNOR par exemple, Bureau Veritas et tous les autres, qui vont ou pas recevoir entre guillemets une certification de la COFRAC et qui vous pourrez mobiliser pour vous certifier. D'accord ? Ça, c'est la première chose. De toute façon, tous les CFA, alors vous êtes MFR, mais tous les lycées, par exemple, publics et agricoles, vous n'avez pas de choix. Hein. Vous, automatiquement, ça sera l'AFNOR parce que vous êtes sur le référentiel 132. Le point qu'il faut savoir, c'est que en plus de ce contrôle-là, donc ça me permet d'amener, vous serez contrôlé tous les 1 an et demi. D'accord ? Certification année 0. 1 an et demi plus tard, vous avez un contrôle de suivi, présentiel, distanciel en fonction du choix du certificateur. Et après, tous les 3 ans, c'est-à-dire 1 an et demi plus tard, vous devez le renouveler. D'accord ? Donc c'est un renouvellement tous les 3 ans, avec un suivi à chaque fois. Ceux qui ont déjà une certification qualité, ce qui peut avoir lieu si vous avez déjà ISO 9001, OPQF et tous les autres, vous avez en fait des règles d'audit plus allégées que les autres. D'accord ? Donc par exemple, ceux qui étaient reconnus par Datadoc, en fait, vous avez juste certains indicateurs spécifiques à contrôler et à mettre en place, qui seront, on va dire, vous avez votre journée d'audit avec votre PQF traditionnel, il va sûrement faire évoluer son certification parce qu'elle a changé avec, etc. Et après, lui, il aura juste à contrôler les indicateurs qui ne correspondent pas, on va dire, à sa certification qualité déjà mise en place. Et donc, le deuxième contrôle, et ça c'est important que vous le sachiez, c'est que, juste vous apporter une réponse, pardon. Non, mais pas de problème. Le certificateur donc, fait ce contrôle-là, mais vous avez aussi les OPCO ont la possibilité de faire des contrôles supplémentaires. C'est-à-dire que s'ils considèrent qu'ils ont eu des remontées, etc., ils peuvent très bien vous dire « Ok, dans une semaine, on vient vous auditer et vérifier ce qui se passe, les problèmes, et remettre en cause votre certification. » D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? On prend ces deux-là et après je propose d'avancer parce qu'il ne reste plus qu'une demi-heure. Oui.
Ouais, Qui paye le certificateur? L'établissement. L'établissement. Et le contrôle de l'OPCO est d'un rang supérieur à la certification du certificateur? Ça sera la même chose en fait, mais oui, il y aura un contrôle, ouais. Alors, je vais avancer, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par Mathilde. Et j'ai pas envie. Je vais vous parler de 4-5 on va dire familles d'indicateurs, d'accord, que vous devez comprendre, qui, dans la partie formation continue et apprentissage, vont être importants à comprendre. La première chose, c'est le critère numéro 7 avec les indicateurs 30, 31 et 32, qui vous oblige à mettre un système d'amélioration continue en interne du CFA ou de l'établissement ou de l'établissement. Il faut savoir que, entre parenthèses, cette norme, ce nouveau référentiel est très proche de l'ISO 9001 sur la partie qualité de service. D'accord ? Donc vous devez mettre en place un système d'amélioration continue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez avoir des questionnaires de satisfaction à chaud et à froid auprès de vos clients, c'est-à-dire les jeunes et les entreprises. Que vous devez, entre guillemets, avoir une définition, c'est pas entre guillemets clairement indiqué, mais de vos processus de fonctionnement avec des indicateurs de performance et donc derrière un suivi des non-conformités, des difficultés que vous pouvez rencontrer dans ces processus et les suivre dans le cadre d'un plan d'action, c'est-à-dire un plan, c'est-à-dire difficulté de planning, difficulté de plein de choses, en tout cas ce qu'on peut connaître dans le monde de l'entreprise, dont la formation qui peuvent poser problème en termes de qualité. Donc les remontées de vos clients, bonnes ou mauvaises, des plans d'action, des actions correctives et des actions d'amélioration. Ça, c'est toute la partie, on va dire, d'amélioration continue sur la partie critère numéro 16 qui est obligatoire aujourd'hui et qui est un champ important de cette certification. D'accord ? Donc là, voilà, vous allez être sur les remontées et sur l'amélioration continue par rapport à vos clients. Un point important, il est possible qu'on regarde si vous avez traité les commentaires sur Internet des personnes qui parlent des choses sur vous. Donc, quelqu'un qui fait un commentaire négatif ou positif, on ne vous demande pas d'y répondre ou de mettre en plan, au moins de l'avoir traité, de dire on l'a pris en compte, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'on a fait si on veut faire quelque chose. D'accord ? Ça, c'est la première famille, qui est pour moi une des plus importantes du modèle. Deuxième chose, c'est la partie veille et contexte. Vous avez l'obligation en tant qu'organisme de formation, et là ça concerne autant l'apprentissage que la formation continue, et le critère d'amélioration continue pareil, c'est d'être capable d'identifier les besoins de compétences de votre zone de chalandise, votre zone d'activité, et d'identifier entre guillemets une sorte de stratégie, ce qu'on appelle en fait un SWOT, en fait, menace, faiblesse, opportunité, menace. Et ça, en fait, d'être capable de le montrer, et c'est pour ça que je vous disais tout en amont de cette présentation, l'importance d'être très proche, on va dire, des observations métiers et compétences des OPCO, et votre capacité à identifier ce qui a été défini dans les compétences de demain pour pouvoir, entre guillemets, y définir une stratégie d'établissement. C'est purement, entre guillemets, une des notions importantes de l'ISO 9001 qui a été reprise dans cette certification. Ensuite, vous avez toute la partie veille juridique et veille législative. Donc vous devez montrer que vous avez une veille organisée qui vous permet d'interagir par rapport à la nouveauté. Donc par exemple, être capable de savoir ce qui est dans la réforme qui a été votée et qui vous impacte et qu'est-ce que ça déduit par rapport à votre organisation. Deuxième chose, veille pédagogique et innovation pédagogique. Vous devez aussi montrer que vous faites des recherches sur cette partie innovation pédagogique pour impacter demain votre façon de faire. Innovation technologique, donc toute la partie outils numériques, et qu'est-ce que ça peut apporter dans votre travail. Donc ça, c'est toute la partie critère numéro 6 et toute la partie veille et contexte. Ensuite, l'autre point important, c'est la partie gestion des ressources humaines et toute la partie, on va dire, outils pédagogiques. Vous devez... et vous, en fait, bon, j'ai pas les directions en face de moi, mais vos directions, quand ils vous recrutent, ont une obligation maintenant de justification de positionnement de vos compétences. C'est-à-dire pourquoi ils vous recrutent, quelles compétences ils ont validées,
par rapport, entre guillemets, aux missions que vous allez réaliser et aux interventions dans vos formations. Ça, c'est une première chose en amont, que ce soit des intervenants extérieurs ou ceux qui sont simplement salariés, c'est-à-dire qu'on appelle les indépendants sous-traitants de la formation. Et ça, c'est exactement la même chose pour la partie entreprise. Ensuite, il y a une obligation de suivi de vos compétences et donc de contrôle. On doit, vos organismes vont, et je pense qu'ils le font déjà, mais mettre en place des entretiens individuels, mais aussi être capable de valider si vos compétences sont toujours les bonnes par rapport, entre guillemets, à ce qu'on attend de vous sur vos formations. Et donc, on va vous contrôler. Alors, contrôler, j'aime pas trop le mot, mais vous auditez régulièrement pour voir, entre guillemets, si vous répondez correctement à ce qu'on peut attendre de vous en tant que formateur. Et donc, ça amène automatiquement au plan de formation, plan de compétences obligatoires dans les centres de formation, et, en tout cas de ceux qui vendent de la formation sur les fonds publics, et donc obligation de vous former et de mettre en place un nombre de choses. Par exemple, la journée à Prodema, les journées à Prodema est complètement une réponse de justification de la mise en place, entre guillemets, d'ateliers autant de la partie veille que de la partie nouvelles compétences. D'accord ? Donc ça, c'est un point à savoir, c'est que c'est le troisième niveau pour moi qui est important, c'est l'importance de la gestion des ressources humaines qui interviennent dans le cadre de la formation. Quatrième, vous avez l'obligation d'information, d'accord, au niveau des publics, qui sont exactement les mêmes que la Datadoc, avec des obligations spécifiques pour le CFA, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais sachez un point important, c'est que vous devez maintenant expliquer à vos jeunes et aussi aux personnes que vous formez quand vous êtes dans la formation continue, les équivalences de chacun de vos diplômes et les passerelles en différents diplômes. Je vous parlais tout à l'heure, je vous rappelle, je vous disais que le RNCP obligeait maintenant à faire des liens entre les différents titres et les différents blocs de compétences. Et bien là, on y est aussi. Vous devez être capable d'expliquer en fait à chacun de vos apprenants s'il valide telle compétence ou tel titre, quelle est la passerelle, la suite ou l'équivalence qu'il peut valider avec les autres titres RNCP que d'autres structures peuvent posséder. Ça, c'est un travail à faire. Un vrai travail de petites mains, mais c'est un travail à faire, entre guillemets, sur vos diplômes respectifs. Ça, c'est la partie information. Avant que je passe à la partie pédagogique, est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? Oui, là. J'en avais juste une en tant qu'entreprise, c'était si on décidait de passer en formation gratuite, non payante, dans des entreprises où on fait de la formation, on s'affranchit de tout ça. Du moment que vous ne demandez pas de fonds mutualisés, fonds publics, aujourd'hui, la certification ne vous concerne pas. C'est du moment qu'aujourd'hui, vous demandez de l'argent. Après, donc ça, c'est dans le cas de vous demander des fonds publics ou des fonds mutualisés, donc OPCO ou Pôle emploi et région. C'est obligatoire. Mais attention, ce qui peut arriver, et ce qui à mon avis va arriver, c'est que cette norme-là devienne une référence. Et que vos clients entreprises, même si votre formation est gratuite, vous demandent si vous êtes certifié ou pas. Et ce qui fera entre guillemets le choix entre la concurrence sur un marché ouvert de la formation continue. Oui. C'est déjà le cas avec Datadoc. Il y a des entreprises privées qui payent cash et qui demandent si vous êtes Datadocké. Oui, c'était juste une remarque. Donc, moi, je suis toujours au lycée professionnel de Carmaux, donc c'était tout simplement pour dire que voilà, je ne vends pas de la formation. Voilà, tout simplement. Je fais de la formation, mais je ne la vends pas pour l'instant en tout cas. Oui, mais après, c'est un choix de vocabulaire. Mais quand vous considérez qu'il y a des clients, automatiquement, il y a un mode, alors vend indirectement, mais sur la formation continue, vous faites de la vente. Alors sur l'apprentissage, c'est un peu différent, spécifique. Mais bon, je peux comprendre que le mot vous choque. Je l'utilise un peu pour faire exprès, mais voilà, on n'est pas loin de la réalité. D'autres remarques ? Oui. Excusez-moi. On vient de TripAdvisor, c'est ça ? Ça s'appelle comme ça ? TripAdvisor. Voilà. Ben, on vient de le rentrer dans le système de la formation. C'est différent parce que TripAdvisor... non, on note. Pardon ? On note. Donc oui, il y a de la notation, mais voilà. Sur TripAdvisor, vous n'avez pas d'obligation, les restaurants,
n'ont pas d'obligation, entre guillemets, de passer une certification qualité. Oui, donc c'est encore pire, quoi, en fait. Non, c'est juste, en fait, je veux dire, la certification qualité, c'est juste aujourd'hui 20 ans, 30 ans d'abus, autant du côté CFA que formation continue, et que l'objectif aujourd'hui, on récupère, entre guillemets, de tous les gâchis d'argent et, entre guillemets, les gens qui ont abusé voilà, sur les 30 dernières années. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller sur un norme de qualité, des obligations, un, pour éviter d'escroquer les publics, et deux, pour éviter que l'argent public ou mutualisé soit financé autre chose que de financer des compétences. Alors, d'autres questions? Je vais passer sur la partie maintenant pédagogique et faire un focus sur la partie apprentissage. Je regarde l'heure. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Sur la partie pédagogique, sur la partie apprentissage, il faut savoir que je vous le disais tout à l'heure, qu'elle allait avoir un impact sur vos façons d'enseigner. L'indicateur numéro 13 est un bon exemple, et c'est le centre. Là, c'est que pour l'apprentissage, hein, ou ceux qui font du contrat pro. Tous les autres ne sont pas concernés. Ici, cet indicateur numéro 13 demande de prendre en compte ce que l'entreprise, en tout cas le maître d'apprentissage, a besoin en formation sur du court terme par rapport à son alternance. C'est-à-dire, je suis maître d'apprentissage et je vais vous demander de traiter une partie technique que le jeune ne maîtrise pas ou qu'il va devoir savoir maîtriser dans 2 semaines ou dans 1 mois. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre en compte aussi ce qui se passe en entreprise et d'anticiper un besoin à court terme de l'entreprise dans le cadre de votre formation, et donc d'arriver sur une individualisation de la formation. Et donc là, en fait, c'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus sur des formations, on va dire, industrialisées, où on a une évolution pédagogique de A à Z. On est réellement sur des parcours individualisés qui prend en compte les besoins de chacun des stagiaires et aussi le besoin de l'apprenti, du maître d'apprentissage et de l'entreprise. Donc il suffit, et donc c'est un exemple parfait que j'ai entendu hier, ils viennent en formation sur des machines dans un constructeur, l'entreprise peut très bien leur dire, voilà, merci de prendre en compte qu'ils sachent maîtriser tel ou tel outil, on va dire, technique de vérification, parce que la dernière fois j'ai vérifié qu'ils ne savaient pas le faire. Et donc là, vous avez l'obligation de changer de votre modèle un peu pédagogique traditionnel et de rentrer en lien avec ce que le maître d'apprentissage peut avoir envie d'améliorer ou faire. Et ça répond à la question que monsieur posait tout à l'heure, des raisons de rupture de contrat d'apprentissage. Cette incapacité du jeune à répondre à une mission à court terme en plan technique, cet indicateur est là, entre guillemets, pour l'éviter, c'est-à-dire de faire en sorte aujourd'hui que vous soyez capable d'identifier ce que l'entreprise a besoin de faire avec son jeune et que le jeune le maîtrise pour qu'il soit opérationnel et que ça permette, entre guillemets, la longévité du contrat. Ça, c'est cette partie alternance. Apprentissage et alternance. Cet indicateur-là est le moteur de plusieurs autres, en partie le 8, le 11, le 6, le 8, le 10, le 11 et le 12, qui sont sur cette partie pédagogique et qui vont derrière. Première chose, toute la partie positionnement et la partie identification des besoins de l'individu. Chaque organisme de formation, qu'il soit privé, c'est-à-dire entreprise, c'est-à-dire formation non diplômante, ou diplômante, certifiante et en alternance, vous avez l'obligation de formaliser ce que le candidat ou l'apprenant veut faire, pourquoi il est là, et prendre en question, entre guillemets, en besoin ce qu'il veut faire. Deuxième chose, vous avez l'obligation de positionnement. Vous devez positionner chacun des individus à l'entrée de la formation sur les compétences qu'ils maîtrisent, techniques et soft skills, et entre guillemets définir une grille de compétences de chacun d'entre eux. Donc le positionnement, ça peut se faire de façon multiple. C'est déjà définir qu'il a un diplôme avec telle ou telle note, donc ça définit telle ou telle compétence. De l'auto-positionnement, par exemple pour l'entreprise ou en stagiaire, on s'auto-évalue, ce qui se fait déjà dans les langues, bien sûr, ou bien sûr ce qui peut se faire déjà des fois dans des tests de positionnement en entrée de formation. On vient en atelier, on fait faire des choses et on vérifie les compétences de chacun. Et donc ça, vous avez l'obligation de le suivre, d'accord, de l'identifier à l'entrée de la formation, parce qu'automatiquement, après, c'est des outils qui vont vous suivre par rapport à un référentiel spécifique. Et quand je vous parle de l'indicateur numéro 13, c'est par rapport à ce que le jeune sait déjà faire
ce qu'il a appris pendant l'école et le besoin d'entreprise que vous allez faire un suivi de compétences. N'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le système de la certification de la formation professionnelle est aujourd'hui régi autour des modules de compétences, des blocs de compétences, des grains de formation, des grains de compétences. C'est ça, entre guillemets, qui est aujourd'hui, on va dire, le moteur de la formation. Et donc, vous devez aujourd'hui mettre en place un suivi de gestion des compétences en interne, des gens que vous formez, du positionnement en lien avec ce qui se fait en entreprise et jusqu'à l'évaluation. OK ? Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, purement pédagogique, qui est énormément impactée. Et je ne vous parle pas de la possibilité de mettre en place du e-learning, de mettre en place des situations de formation en entreprise, etc., etc., etc. Donc ça, cette certification-là, vous avez vu, elle prend un certain nombre de choses assez importantes à mettre en place dans l'établissement et qui vous laisse à peu près 1 an pour pouvoir le faire. Est-ce que par rapport à ça, il y a encore des questions ou des remarques ? Oui. Bonjour, Jean-Yves Guével de Coulommiers. En fait, on va se retrouver à faire de la formation individualisée par personne. Il ne faudrait pas non plus se substituer à certaines formations constructeurs. Et est-ce qu'on va avoir aussi à un moment donné les moyens techniques sur les plateaux de formation pour pouvoir faire passer les messages et les compétences attendues par les tuteurs qui vont chapeauter en fait ces apprentis? En fait, l'objectif il y a un danger. Et là, j'en suis totalement conscient d'adéquationnisme, en fait, de la formation par rapport aux besoins de l'entreprise, spécifiquement. Et c'est un peu le modèle allemand qui est décrié par rapport à un modèle français où on estime que des fois, les jeunes qui sortent de formation ne répondent pas aux compétences et ne sont pas opérationnels à la sortie de leur formation. Le point, et aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver un modèle entre les deux, c'est-à-dire un modèle qui permet de faire en sorte que le jeune développe des compétences aussi en dehors de la partie professionnelle et devienne un citoyen, on le fasse grandir. C'est un peu la mission qu'on peut se donner dans les lycées publics et même dans les CFA au global. Et moi, je suis très, très attentif à ça. Et je pense que c'est les modalités en fait, pédagogiques qui vont changer. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on sait qu'un jeune s'ennuie à l'école et qu'en fait, il a l'impression de retourner à l'école à chaque fois qu'il rentre au CFA, c'est de montrer en fait l'intérêt de ce que la pédagogie peut apporter dans sa vie de tous les jours et surtout dans les missions qu'il a réalisées en entreprise. Et qu'une fois qu'il se rend compte de la réalité en fait, du savoir et de ce qui permet d'être efficace en entreprise, automatiquement on développe chez lui une appétence qui lui permet d'amener au-delà de l'adéquationnisme. C'est en tout cas ma vision pédagogique et je pense que l'indicateur numéro 13 est là aussi pour l'aider. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie moyens, les OPCO vont être là pour financer les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent pour pouvoir investir de nouveaux outils, de nouveaux plateaux techniques pour répondre à ces besoins-là. Les entreprises pourront participer au financement de ces plateaux techniques en déduisant leurs 13% de la taxe d'apprentissage en faisant de la donation. Et je vous le dis, les constructeurs qui sont là, quand vous allez donner du matériel demain pour que les jeunes bricolent dessus et apprennent, ils vont pouvoir le déduire de leurs 13% de leur taxe d'apprentissage. Donc les moyens, ils sont là. C'est-à-dire que l'argent, les 3 milliards d'euros chaque année qui permettaient déjà l'investissement d'ateliers, etc., ils n'ont pas disparu. Sauf qu'à la différence qu'ils soient entre guillemets partagés dans plein d'OPCA, des fonds libres un petit peu opaques, des entreprises qui ne payent pas leur taxe d'apprentissage, des régions qui se servent de la taxe d'apprentissage pour financer autre chose, là c'est dans un pot commun qui est France Compétences, au co-contrat, géré par des OPCO, où les choses vont être beaucoup plus strictes. Donc normalement l'argent sera là. Il faudra juste que vous portiez des projets stratégiques de développement de vos structures de formation qui permettent entre guillemets de les mobiliser tout simplement. D'autres questions ? Donc nous, centres de formation, avons donc toutes ces obligations, mais qu'est-ce qu'il en est pour les entreprises et les maîtres d'apprentissage? Alors, il y a deux petites choses à savoir là-dessus. La reconnaissance en fait, du statut du maître d'apprentissage est dans la loi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise a la possibilité de reconnaître, sur le plan salaire et autres, une reconnaissance de compétences supplémentaires de tutorat d'apprentis. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que je fais passer le message aux entreprises, mais valoriser, entre guillemets, une mission de maître d'apprentissage, c'est aussi un point important, et que sur le plan salarial, mais pas seulement. Deuxième chose,
les OPCO ont l'obligation de financer les formations de maîtres d'apprentissage qui répondent à la certification qui a été déposée par le ministère du Travail le 26 décembre 2018. C'est-à-dire qu'en fait, toute entreprise qui veut financer une formation qui réponde à ce bloc de compétences, entre guillemets, ils ont l'obligation de le financer, c'est marqué, c'est indiqué. Par contre, le point négatif, en tout cas pour l'instant, c'est que cette formation n'est pas obligatoire, à la différence du contrat pro, et qui peut être exigé par certains OPCO. Alors après, l'OPCO peut dire, si vous voulez que je vous finance, non, en fait, il ne peut pas. Non, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui des entreprises de former leur maître d'apprentissage. Par contre, aujourd'hui, il y a une certification qui on va dire, a été déposée au répertoire spécifique avec 2-3 blocs de compétences et qui sont, nous, on propose des formations de maître d'apprentissage, on en forme à peu près 100-200 par an. Et on voit, entre guillemets, voilà, c'est les fondamentaux du management d'apprentis par rapport à ce qui se passe et en lien avec le CFA. Donc ça, voilà ce que je peux vous dire sur la formation de la maître d'apprentissage. D'autres questions par rapport à cette certification qualité? Remarques? Ça va? OK. Et donc, ça me permet de terminer sur cette conclusion-là. Grosso modo, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous êtes sur un marché concurrentiel ouvert où ce sont les entreprises et les jeunes qui vont décider si demain vous existez encore ou pas. Je parle bien sur la partie apprentissage, sachant que sur la formation continue, on est déjà sur un modèle concurrentiel. Et donc, c'est la première arme, en fait, parce qu'on est au contrat, la première arme, en fait, dans le CFA, c'est l'accompagnement et la partie pédagogique qui va faire la différence. Votre capacité à innover sur le plan pédagogique, à être en lien avec les besoins à court terme de l'entreprise, tout en emmenant le jeune vers sa certification et son diplôme. Votre façon, entre guillemets aussi, et toute l'innovation pédagogique et les opportunités que vous allez pouvoir saisir pour, entre guillemets, faire évoluer ce que vous faites au sein des établissements et les moyens que vous allez, entre guillemets, pouvoir mobiliser, financiers, comme moyens humains, temps, etc. Entre guillemets, la survie et l'évolution de vos structures respectives, elle va dépendre réellement des gens qui sont, on va dire, internes, et donc les formateurs. Et votre volonté, capacité à changer vos pratiques, à faire évoluer ce que vous mettez déjà en place, sachant que vous avez une liberté pédagogique qui vient d'arriver, qui n'existait pas avant. Et donc ça, c'est un point important à prendre. Et je vous dis bien, pour la certification qualité des lycées professionnels agricoles, par apprentissage les CFPPA, ce n'est pas la certification qui va être proposée pour tout le monde. Vous aurez une certification spécifique qui s'appelle le référentiel 132 et qui va sortir là au mois de septembre et que vous aurez l'obligation de passer. Et ça sera ce que je vous ai présenté, les critères, les 7 critères plus les 32 indicateurs, plus ceux qu'auront rajouté le ministère de l'Éducation, du ministère de l'Agriculture, que je ne connais pas encore. Bien que c'est important que vous le sachiez. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous faire sur la présentation de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Est-ce que je peux prendre encore une question ou deux sur tout ce que je vous ai présenté? Bonjour, Monsieur Routot, lycée Claude Lehec à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Je me permets de vous poser une question. Donc nous sommes donc une CEP et un LPO, donc Éducation nationale. Comment on va évoluer, donc pour la réforme du CFA, donc nous sommes une UNIFA, donc il n'y a pas de souci, j'ai bien compris les tenants, les aboutissants, mais par contre pour nous, Éducation nationale, qu'est-ce que ça va changer? En fait, donc vous êtes un lycée professionnel, c'est ça? Voilà, lycée professionnel et lycée technologique, oui. D'accord, ok. Donc en fait, vous êtes une UFA, vous avez les mêmes obligations que ce que je vous ai présenté, sauf qu'en fait, c'est à mon avis, le GRETA qui va prendre la responsabilité des CFA académiques dans une fusion régionale. Bon, c'est à voir un peu, mais les GRETA vont reprendre les compétences formation continue et apprentissage, et donc gérer la partie unité de formation par apprenti. L'indicateur numéro 27 oblige juste, en fait, soit l'établissement à se certifier, d'accord ? Si vous avez pas, en fait, je vous donne un exemple. S'il existe ici des structures qui gèrent des unités de formation, on va être sous contrat, c'est-à-dire de vous sous-traiter la partie formation continue, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que cette UFA ne gère pas d'argent et ne gère pas de contrat après un OPCO ou des financements publics. Donc elle n'a pas d'obligation de certification. C'est en fait le GRETA ou le CFA académique ou le CFA hors mur qui le gère pour lui. La seule obligation du CFA qui vous gère, c'est de venir vous présenter ça
de vous former et de vérifier en fait que vous les mettez en place. Et donc, ils vont vous auditer, eux, pour entre guillemets montrer aux certificateurs qu'ils prennent en compte que vous mettez bien en place vos obligations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'établissement au lycée professionnel peut très bien, elle, décider de s'auditer, de se faire auditer pour avoir la propre certification, en fait, et de donner le justificatif à votre CFA hors mur, etc. Après, les lycées professionnels en tant que tels, aujourd'hui, il y a une réforme de la formation professionnelle qui va arriver sur les lycées pro. Je ne la connais pas. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce sera sûrement là où vous verrez quel est votre avenir par rapport à ça. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les lycées professionnels publics, agricoles ou non, hein, vont entre guillemets être poussés à développer leur offre de formation. Et pour des CFA privés ici, aujourd'hui, un des premiers concurrents demain, c'est en partie l'éducation nationale sur leur futur UFA dans tous leurs lycées professionnels. D'autres questions ? Oui, c'était juste une remarque. Je pense que vous allez nous fournir le petit diaporama. Oui, bien sûr, oui, je peux vous le fournir. Est-ce que ce serait possible éventuellement de nous mettre quelques liens vers des textes institutionnels? Alors, en fait, ou des... Enfin, si vous avez... Alors, en fait, c'est très simple. Simplement, par exemple, les indicateurs. Alors, oui, je vous le mettrai, mais sur le site de Proactive Academy, okay. Dans la partie blog, vous avez la page du web sur Internet la plus complète sur la certification qualité. Vous tapez même sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, certification organisme de formation, vous tombez sur les sites de Proactive Academy. Il fait quasiment une 50aine de pages. Vous avez des vidéos, vous avez toutes les infos nécessaires pour pouvoir répondre en tout ça. Donc je pourrais vous mettre les liens, mais Proactive Academy ou certification qualité organisme de formation, CFA, vous trouverez toutes les infos. Et j'ai publié hier en fait le guide d'audit avec les modalités de preuve. Alors les premières modalités de preuve, parce que c'est une première version qui sont tombées, et avec les attendus et les modalités. Oui. Oui. Je pense que dans tout ça, il faut positiver parce qu'on s'en va totalement vers la qualité. Donc quand les entreprises sont passées ISO 9000 et tout ça, ça a été lourd. Mais on a mis des process en place qui ont amélioré les entreprises. Là, on pourrait tracer un parallèle avec le monde hospitalier, parce que la certification, elle existe aussi dans le monde hospitalier. Quand on rentre dans un hôpital, on fait aussi une enquête qualité, etc. Et maintenant, les parents d'élèves regardent de plus en plus la qualité des établissements avant d'y inscrire leurs enfants. Donc tout ça, je pense qu'on parle, c'est lourd, mais on part dans le bon sens. Et c'est incontournable, quoi. Je pense qu'il faut... Alors, en tant que qualiticien de métier, parce que j'accompagne des CFA dans leur certification qualité, je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, je suis là pour vous donner une vision et vous expliquer ce qui est arrivé. Je ne juge pas ni les uns ni les autres. Je pense que vous avez largement les moyens et les énergies pour pouvoir le faire. Vous avez 12 mois. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez pas vous faire aider. Voilà, il y a des choses qui vont se faire. Je sais qu'à GrosSup, Dijon a un rôle là-dedans, donc ils reviendront sûrement vers vous là-dessus aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, un point que je n'ai pas donné comme élément, c'est que les structures qui proposent des diplômes d'ingénieurs dans l'agricole et qui sont CTI ne sont pas concernés par la certification qualité, que vous le sachiez, parce qu'ils sont considérés déjà comme qualité. Alors, ça, entre parenthèses, ça, j'ai un gros doute, mais en tout cas, grosso modo, ils ne sont pas concernés par la certification qualité. Voilà, une autre question. Ouais, juste, je vais rebondir sur ce que disait le monsieur. Je ne suis pas d'accord avec lui du tout, dans le sens que, oui, pour les entreprises, la norme ISO 9001, c'est ça, a bien marché. Très bien marché. Nous, on est ISO 9001. Voilà. Le souci, c'est que si on transfère ça dans le public, ça n'a pas marché. Les hôpitaux, le service hospitalier, ok, ils ont des beaux immeubles, des beaux couloirs, c'est propre. Mais si vous pensez que le système médical fonctionne bien en France, je ne pense pas. Je pense que c'est la catastrophe. Donc oui, ça marche bien pour les entreprises privées, pour le fonctionnement d'une entreprise. Mais pour tout ce qui est administration, tout ça, ça ne marche pas. Service public, voilà. Ça ne peut pas marcher. Tant qu'on n'arrivera pas à inclure le côté humain, ce qu'on est en train d'enlever, ça ne marchera pas. C'est votre commentaire, c'est votre opinion, je ne peux pas y répondre, je ne peux pas valider ou pas valider. J'ai un peu un niveau de neutralité sur le sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions techniques par rapport en fait, à cette réforme ?
Non, c'est bon. Oui. Il me reste 4 minutes. 3 non, minutes. Je voudrais répondre à Cyril Thirouin chez Grégoire Besson. Je m'étais présenté déjà dans les formations ancien cancre pour des profs. Et je voulais répondre à ce que vous dites là. Hier, on a visité Pélinck. Et vous avez vu, il y a des tableaux d'affichage. Dans les tableaux d'affichage, il y a en fait un bouclage. Il y a un problème. C'est le système ISO. Hein. Il y a un problème qui est détecté. On trouve une action corrective et on vérifie que l'action corrective marche. Elle peut très bien être humaine. C'est-à-dire que dans un hôpital, si on détecte avec ISO qu'il y a un problème de personnel, eh bien c'est à la direction, c'est à je ne sais qui, mais on le boucle pareil. C'est pas l'humain doit rentrer dans ISO. C'est justement l'organisation, non seulement technique, matérielle, mais aussi humaine. Est-ce que c'est bon? Alors, en tout cas, on ne va pas rentrer dans le débat, parce que là, c'est un débat philosophique, et je pense que sinon, je vais louper mon train. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. J'espère que les infos que je vous ai données vous seront utiles. Je vous souhaite une bonne fin d'université et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas.